Bon, maintenant que vous avez réglé les quelques petites dispositions légales qui vous permettent d'utiliser cybermailing en toute conformité avec l'ensemble des lois et des règlements qui concernent la gestion des données personnelles des gens et la vie privée des gens, euh, lorsque vous arrivez sur cybermailing, vous avez déjà sur une première liste, vous avez déjà une première liste de configurer. Je vais passer rapidement avec vous les paramètres qui vous permettent de configurer votre liste pour votre entreprise selon les besoins que vous avez. Donc, la première des choses que vous devez savoir, c'est que lorsque vous entrez dans CyberMailing, il y a déjà une première liste qui est créée pour vous. Vous pouvez en changer le nom et vous verrez que vous avez la notion de liste alpha. Ça veut dire que vous pouvez intégrer dans votre... vous pouvez ajouter des sous-listes à cette liste-là qui vont vous permettre de gérer beaucoup plus facilement votre entreprise et plusieurs entreprises si vous en avez plusieurs en créant de nouvelles listes alpha comme ça. Alors, lorsque la première des choses, c'est que si vous voulez ajouter des sous-listes, par exemple une par produit, par exemple une par type de prospect, c'est pas nécessaire dans cybermailing. Ce que je vous expliquerai dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, sachez que votre première liste est une liste alpha, c'est-à-dire que toutes les données dans cette liste-là vont se répercuter dans les listes qui sont des sous-listes. Pour ajouter une sous-liste, vous cliquez sur le bouton Ajouter sous-liste au bas de la liste. Donc, on va commencer par la configuration. Vous nommez votre liste comme vous le voulez. Vous mettez ce que vous voulez dans votre liste. Essentiellement, c'est ce que le client va voir quand il va cliquer sur le bouton de désabonnement. Idéalement, on veut que ça se produise le moins possible, bien évidemment. Euh, mais c'est le nom public de votre liste. Vous pouvez aussi y mettre euh, un nom différent. Donc, il y a un nom interne en haut et un nom public en bas. Vous voyez aussi l'identifiant de votre liste qui va vous servir éventuellement lorsque vous allez utiliser les fonctions avancées de cybermailing pour les passages de liste à une autre. Et ça va aussi vous permettre d'identifier où envoyer vos abonnés dans votre formulaire. On va passer à travers les différentes configurations. Vous pouvez utiliser l'ensemble des langues ici. C'est complet pour le français, l'anglais, l'espagnol et le russe. C'est partiel pour l'italien, le hollandais, l'allemand, le malgache, le portugais, le polonais, le slovène et le suédois. Alors, pour l'identifiant de l'expéditeur, idéalement, mettez un nom qui est descriptif de ce que vous faites et qui va être reconnu par vos clients lorsque vous allez envoyer un email pour vous donner une idée, le nom de l'expéditeur et le nom de l'expéditeur que vous allez voir par exemple dans Gmail lorsque vous consultez un email, n'importe quel email, on va en prendre un. Ah, on va en prendre un. Je vais vous montrer ce que ça donne. Par exemple, j'ai un client ici. Bon. Euh, Cyprien from Bot Nation, c'est le nom d'expéditeur. C'est ce qui apparaît ici. OK? Donc, mettez un nom d'expéditeur descriptif. Par exemple, pour un de mes produits, c'est Protocole SSA. J'en ai souvent pour l'ensemble de mes produits et j'en ai pour l'ensemble de mon entreprise aussi. Et j'essaie d'être cohérent d'une liste à l'autre. Au niveau du email d'envoi, utilisez toujours un nom de domaine qui vous appartient. Donc, par exemple, didier@cybermailing.com ou support@cybermailing.com ou donc ce que vous voulez, mais à votre nom de domaine. Pourquoi vous voulez faire ça? Parce qu'il y a des outils que les filtres anti-spam utilisent pour vérifier si l'adresse email que vous utilisez pour envoyer vos emails est autorisée à envoyer pour le compte de votre domaine.
Et si vous ne contrôlez pas l'adresse email, vous n'êtes pas en mesure de déclarer au fournisseur d'accès que l'expéditeur est bel et bien autorisé à envoyer des emails pour le compte de cet envoyeur-là, de ce domaine-là. Donc, si vous utilisez une adresse à Gmail, par exemple, à Gmail, ce qui va se passer, c'est que quand Gmail va recevoir un de vos emails, il va dire non, c'est pas moi qui l'ai envoyé ce email-là. C'est pas moi qui l'ai envoyé ce email-là. Le serveur d'envoi n'est pas autorisé à envoyer des emails pour le compte de Gmail. Je le rejette. De la même façon que si vous utilisez une adresse à Gmail pour envoyer un email sur un compte Microsoft, à Hotmail par exemple, ce qui va se passer, c'est que Microsoft va rejeter le mail parce qu'il va vérifier si votre serveur d'envoi est autorisé et le domaine est autorisé à envoyer des emails pour le compte de Gmail. Et la réponse va être non. Non, votre mail va, dans la vaste majorité des cas, être rejeté d'emblée. OK? Tout le temps, c'est une obligation légale. Mettez votre adresse postale. OK? Vous devez le mettre, c'est une obligation légale partout dans le monde et en particulier au Canada et aux États-Unis, mais c'est le cas tout le temps. Dans les configurations avancées, bon, une fois que vous avez fini votre configuration, vous pouvez aussi décider de cliquer sur l'export automatique. L'export automatique va faire qu'à chaque fois que, à chaque mois, vous allez recevoir une notification de CyberMailing comme quoi votre liste a bel et bien été exportée en format CSV. Vous avez intérêt à faire ça tout le temps. Ne serait-ce que pour avoir, vous, les données en interne et pour avoir une sécurité supplémentaire. On a été très, je vous dirais, paranoïaque au niveau de la sécurité. Vos données sont sauvegardées tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, à tous les 3 mois, à chaque année. Mais je vous conseille fortement, sur plusieurs serveurs en plus, mais je vous conseille fortement d'exporter vos données régulièrement dans une base de données qui est interne. OK? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois par mois, les données sont exportées et l'ensemble des données sont exportées aussi. Ça veut dire que tout changement qui a eu lieu au cours de la période de 30 jours sur l'ensemble des 30 derniers jours sur l'ensemble de vos abonnés vont être exportés aussi. OK? Ensuite, il y a quelques petites configurations avancées que vous devez comprendre. OK? Vérification des adresses email entrantes. Il y a 2 possibilités. Confirmation stricte, confirmation relaxed. Alors, lorsque vous êtes sur un compte mutualisé de CyberMailing, c'est automatique. Nous envoyons un message de confirmation à chaque fois que quelqu'un s'abonne à sur votre site. OK? On utilise 2 méthodes de confirmation, soit la confirmation stricte, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à une nouvelle liste, donc la confirmation stricte, si chaque fois que quelqu'un s'inscrit à une nouvelle liste, il reçoit systématiquement un email de confirmation. OK? Et lorsqu'il clique, il est vraiment abonné et vous pouvez lui envoyer des messages. La confirmation relax, ce que ça fait, c'est que CyberMailing va regarder dans l'ensemble de votre compte si cet abonné-là n'a pas déjà été confirmé. S'il a déjà été confirmé, aucun email de confirmation va être envoyé à cette personne-là.
si cette personne-là a déjà été inscrite mais n'a jamais confirmé, par exemple, elle va recevoir un nouveau message de confirmation. Message de confirmation que vous pouvez modifier à votre guise ici. Je n'entrerai pas dans les détails. Au départ, vous avez ce email-là qui est envoyé. Vous pouvez le modifier comme bon vous semble. OK? Ce que vous voulez faire aussi, c'est de déterminer la durée maximale sans détection d'activité. Par défaut, sur CyberMailing, ça peut aller jusqu'à 22 mois. OK? Donc, les abonnés vont rester abonnés tant et aussi longtemps que vont rester abonnés à votre liste aussi longtemps qu'il y a une activité, une activité sur le compte, c'est-à-dire qu'il ouvre ou qu'il clique sur un email. Okay? Donc, ça fonctionne dans les deux cas. Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que plus une adresse est vieille, moins elle a de chances de répondre. Et plus une adresse ne répond pas, plus il y a de chances que cette adresse-là, que les emails que vous envoyez à cette adresse-là soient considérés comme du spam. Alors, il y a deux paramètres là-dedans. C'est combien de temps ça doit prendre avant qu'une adresse soit éliminée de votre base de données et combien de messages doivent être envoyés avant que cette règle-là soit déclenchée. Exemple, vous mettez 12 mois et vous envoyez un seul message avant de prendre en compte la durée d'inactivité. Alors, il faut que vous envoyiez au moins un message à cet abonné-là durant une période de 12 mois sans qu'il ne clique ou ouvre un email pour qu'il soit désinscrit ou considéré comme non confirmé, invalide. Si vous mettez 4, il va falloir qu'il y ait au moins 4 messages au cours de cette période-là qui ne sont ni ouverts ni cliqués pour que l'abonné soit considéré comme inactif. Okay? Personnellement, j'utilise un délai de 30 jours avec un minimum de 3-4 messages avant de prendre en compte la durée d'inactivité. Et ce que vous devez comprendre là-dedans, c'est que la durée d'inactivité, c'est pas 4 messages sur l'ensemble des messages que vous envoyez, mais c'est 4 messages consécutifs. OK? Message de réactivation. Lorsqu'un abonné est considéré comme inactif dans CyberMailing, vous avez la possibilité d'envoyer un petit email à cet abonné-là pour lui dire « Hey, ça fait un bout que tu n'as pas ouvert ou cliqué un de nos emails. Je veux juste savoir si ça t'intéresse toujours. Si c'est le cas, ben clique sur le lien. » OK? Vous pouvez lui offrir un petit cadeau en retour. Expire silencieusement, ça veut dire que vous ne serez pas averti si l'adresse expire. Et si vous ne cochez pas cette case-là, à chaque fois qu'une adresse va être expirée, vous allez être averti personnellement sur l'adresse email du compte, l'adresse email que vous avez utilisée pour ouvrir votre compte CyberMailing. Il y a quelques autres options avancées. Page avant confirmation, c'est-à-dire c'est la page de retour, c'est l'URL de la page de retour. Vers laquelle vous dirigez une fois que l'abonné s'est inscrit entre le moment où il clique sur le email de confirmation et le moment où il s'est inscrit. Donc, une page avant confirmation. Sur cette page-là, idéalement, ce que vous devez faire, c'est dire aux gens « Je vous ai envoyé un email, cliquez sur le email pour recevoir votre cadeau, pour recevoir de nos nouvelles, etc. etc. » Regardez dans votre boîte de spam, ajoutez l'adresse principale, l'adresse de la liste dans vos contacts de façon à ce que les emails se rendent le plus possible dans la inbox. La page après confirmation, c'est une fois que la personne a cliqué sur la page de confirmation, c'est l'URL
vers laquelle elle va être redirigée. Vous avez toujours l'option de transmettre les informations de l'abonné dans l'URL, c'est-à-dire par exemple son nom, son adresse email, certains des paramètres, l'ensemble des paramètres de cet abonné-là, de façon à pouvoir, si vous êtes en mesure de le faire, adapter ce que vous présentez sur vos pages à la fois avant confirmation et après confirmation. On a ajouté aussi une case à cocher pour activer la protection contre les robots. Si vous décidez de l'activer, sachez que ça a tendance à diminuer un peu à la fois les taux de conversion et les taux de confirmation, tout simplement parce que les gens se retrouvent sur une page où ils doivent absolument cliquer sur un bouton. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Mais si vous ne le faites pas, regardez régulièrement la liste de vos abonnés pour voir si vous n'avez pas des inscriptions qui sont douteuses. OK? Vous pouvez aussi recevoir un rapport quotidien des inscriptions, des désabonnements, des activités sur vos listes. Vous pouvez recevoir un email à chaque fois que quelqu'un s'inscrit, à chaque fois que quelqu'un se désinscrit et à chaque fois que quelqu'un confirme. OK? Ensuite, ce que vous devez savoir, c'est que si vous renseignez un URL sur le script de feedback, il va être appelé à chaque inscription, confirmation des inscriptions, mise à jour de l'abonné, de la liste avec les informations relatives à l'abonné. OK? Ça va vous permettre comment je pourrais dire, de personnaliser vos emails et votre communication sur votre site en fonction des emails qui ont été cliqués, ouverts, etc., etc. OK? Il peut y avoir aussi des champs personnalisés dynamiques associés à la liste. OK? Lorsque vous le faites, vous allez pouvoir personnaliser vos emails en fonction de ces différents champs-là que vous avez mis. Maintenant, cette fonctionnalité-là est très très peu utilisée. Moi-même, je ne l'utilise pas. Et j'essaie de voir à quoi ça sert. Probablement qu'il y a quelqu'un qui peut trouver une raison, particulièrement la personne qui s'occupe du développement de cybermailing. Il y a dû y avoir une raison pour laquelle c'était là, mais tout ça peut être géré par d'autres façons beaucoup plus simples, beaucoup plus claires de gérer les champs dynamiques. OK? Et vous avez toujours la possibilité d'ajouter une sous-liste ou encore de cloner l'ensemble des paramètres de la liste. L'ensemble des paramètres de la liste si vous avez plusieurs créations de listes à faire dans votre compte. Donc ça complète les détails que vous avez à remplir pour configurer votre première liste. Les détails importants, donc toute la première page, la configuration de votre base de liste. Tout le reste peut être oublié dans un premier temps, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Sachez que si vous ne renseignez pas la page avant confirmation et la page après confirmation, ça va être les pages par défaut de cybermailing qui vont être incluses. Vers lesquels les abonnés vont être redirigés. Vous avez intérêt à renseigner au moins ces URL-là et de modifier votre message de confirmation. Pour le reste, est-ce que c'est nécessaire de le modifier à ce moment-ci? Non. Vous aurez tout le loisir d'expérimenter sur ces choses-là plus tard, quand vous serez plus à l'aise avec l'outil en général. L'idée, c'est de vous permettre de démarrer le plus rapidement possible. Sur ce, je vous laisse et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment configurer les
différents champs que vous pouvez mettre dans vos formulaires de façon à personnaliser vos emails et à utiliser la segmentation dans vos emails.